On va continuer sur un enjeu fort, qui est très fort politiquement aussi en ce moment, puisque il y a toute une politique sur l'insertion... Ah, c'est vrai qu'il y a des variations de son. Une politique est portée par le président de la République lui-même sur l'insertion professionnelle, l'alternance, qui est très médiatisée. Alors, quel rôle peuvent jouer les cités éducatives sur l'orientation et l'insertion professionnelle, qui est quand même quelque part la finalité, une des finalités de la scolarité, même s'il n'y a pas que celle-là, hein, je pense, mais en tout cas ça en fait évidemment clairement complètement partie. On va en parler avec 3 intervenants. Pierre Grousson du cabinet Pluricité, Romane Dubois, référente 1225 sur la cité éducative de Saint-Nazaire. Je connais bien Saint-Nazaire aussi. C'est vrai, j'ai de la famille là-bas. Et Bénédicte Galtier, on va commencer avec vous. Vous êtes adjointe au directeur du département Société et Politique Sociale à France Stratégie. Il faut savoir que France Stratégie a publié récemment, il y a quelques mois déjà, un rapport extrêmement intéressant sur la mobilité sociale. Qu'est-ce qui détermine la mobilité sociale aujourd'hui? Comment se jouent les destins des individus, avec beaucoup d'analyse. Moi, j'avais lu évidemment le volet sur l'école avec énormément d'attention. On va parler des déterminants de la mobilité sociale chez les jeunes avec vous. Donc, déjà, est-ce qu'on peut se donner un petit moment pour définir la mobilité sociale et ce qui la détermine donc, chez les jeunes? Qu'est-ce que vous avez identifié? Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde. Alors oui, France Stratégie a publié un rapport portant sur les politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Alors étudier la mobilité sociale, c'est regarder comment les individus circulent entre les différentes positions sociales et comment leur sont attribuées ces positions sociales. Donc pour dire les choses autrement, la mobilité sociale est une manière de regarder comment fonctionne une société. Alors, pour mesurer la mobilité sociale, il y a plusieurs manières de faire. L'une d'elles consiste à comparer la position sociale des jeunes à la position sociale de leurs parents. C'est ce qu'on appelle la mobilité intergénérationnelle, qu'on appelle aussi ascenseur social, promotion sociale, ou à l'inverse, déclassement. Et pour comparer la position sociale, on peut par exemple, c'est l'approche la plus classique, comparer la position qu'occupe un jeune dans la hiérarchie des catégories socio-professionnelles à celle de ses parents. Par exemple, on va regarder si un jeune dont les parents sont ouvriers, lui-même ouvrier ou employé, etc. Une deuxième manière de faire consiste à regarder la position qu'occupe un jeune dans l'échelle des revenus et à comparer la position qu'occupent ses parents dans l'échelle de revenus des parents. Et c'est ces deux approches que nous avons utilisées dans le rapport sur les politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Alors, vous posiez la question des déterminants de la mobilité sociale. C'est vrai que c'est une question qui est importante parce que si on veut mettre en place des politiques qui sont susceptibles d'améliorer la mobilité sociale de tous les jeunes, il faut avoir au préalable identifié les facteurs que nous avons appelés les déterminants qui influent sur la mobilité sociale et ensuite regarder parmi ces déterminants ceux qui peuvent constituer des leviers sur lesquels peut agir la politique publique. Et c'est donc à cet exercice d'identification des déterminants de la mobilité sociale nous nous sommes livrés en utilisant les travaux et les résultats qui étaient disponibles. Alors, avec donc ce travail de synthèse que nous avons réalisé, nous sommes arrivés à plusieurs conclusions que je vais partager avec vous. Alors pas toutes, mais les principales. Alors la première conclusion, c'est que les déterminants de la position et de la mobilité sociale. Alors je vais parler à la fois de position et de mobilité sociale parce que certains travaux regardent le mouvement, donc vers le haut, et d'autres regardent la position sociale atteinte par les jeunes. Donc première conclusion, les déterminants de la position et de la mobilité sociale sont nombreux et ils interviennent aux différentes étapes de la trajectoire de vie des jeunes. Et la deuxième conclusion, c'est que l'un des déterminants vraiment puissants de la mobilité sociale, c'est l'origine sociale. Et si elle joue autant, c'est parce qu'elle transite par plusieurs canaux. Alors, je vous propose de regarder le schéma suivant.
sur lequel nous avons établi une frise chronologique qui va de l'orientation en fin de troisième, qui passe ensuite par l'enseignement secondaire, la transition entre l'enseignement secondaire et le supérieur, puis l'enseignement supérieur, l'insertion sur le marché du travail, pour finalement arriver à la position et à la mobilité sociale. Et en dessous, nous avons placé les déterminants de la mobilité sociale que nous avons identifiés. Donc quand je vous disais que les déterminants sont nombreux et qu'ils interviennent aux différentes étapes de la scolarité et de la vie professionnelle des jeunes, ça se voit bien puisqu'en fait les déterminants sont positionnés un petit peu partout. Alors, j'en viens maintenant à l'origine sociale. Je ne vais pas passer en revue tous les canaux, mais je voudrais en citer 3. Alors, le premier canal par lequel l'origine sociale joue sur la position et la mobilité sociale est le capital culturel des parents, que l'on repère dans les enquêtes statistiques très souvent à partir du niveau de diplôme des parents ou alors du nombre de livres disponibles dans la famille. Et ce que montrent les études, c'est que le capital culturel des parents joue très précocement et durablement sur la destinée de leurs enfants. En fait, dès que leurs enfants sont tout petits, les parents les plus éduqués intègrent dans le quotidien de leurs enfants des activités d'apprentissage intentionnel et également des activités d'apprentissage informel. Et ensuite, quand on regarde les résultats du CP jusqu'à la terminale jusqu'au bac, on observe que les élèves qui vivent dans des foyers dans lesquels il y a beaucoup de livres et dont les deux parents sont diplômés, eh bien, réussissent scolairement beaucoup mieux que les jeunes qui ont grandi dans un environnement culturel plus pauvre. Alors, ça, normalement, voilà, le capital culturel, il est passé d'une couleur bleu jolie à un marron moche. J'ai pas réussi à faire mieux, mais voilà. Donc, le capital culturel des parents joue sur la position sociale et la mobilité sociale qui sera in fine atteinte par les jeunes. Le deuxième facteur qui joue, c'est le capital économique des parents, c'est-à-dire leurs revenus. Alors, vous allez me dire, oui, mais le capital économique est lié au capital culturel des parents. C'est vrai, mais on observe que le capital économique a un effet propre qui vient se cumuler au capital culturel. Alors je m'explique, si pour des parents qui ont le même niveau de diplôme, les jeunes dont les parents sont situés en haut de l'échelle des revenus, c'est-à-dire ceux dont les parents gagnent le plus, ont 2 fois plus de chances d'être eux aussi en haut de la hiérarchie des revenus par rapport à un jeune dont les parents se situent en bas de l'échelle des revenus. Et autre exemple, si on prend des parents qui ont le même niveau de diplôme, plus leurs revenus sont élevés et plus leurs enfants vont accéder à l'enseignement supérieur, avec donc une probabilité plus importante d'avoir un diplôme et finalement une position sociale élevée. L'origine sociale joue également sur les ambitions des jeunes. En effet, les jeunes prévoient de faire des études beaucoup plus longues lorsqu'ils sont issus d'un milieu favorisé, alors que les jeunes d'origine modeste, eux, se projettent beaucoup moins dans des études supérieures. Alors, plusieurs facteurs expliquent ceci. Premièrement, naturellement, les contraintes financières des parents les plus modestes qui, du coup, nivellent les ambitions de leurs enfants. Le deuxième paramètre, c'est que les enfants d'origine populaire manquent souvent d'informations sur les coûts réels et les débouchés des études supérieures. Et le troisième facteur que l'on peut évoquer, c'est que les chercheurs ont mis en évidence que les perceptions des jeunes d'origine modeste sont affectées d'un biais. C'est-à-dire que les jeunes d'origine modeste se perçoivent comme scolairement moins performants que les jeunes qui ont le même niveau qu'eux, mais qui sont d'origine favorisée. Et du coup, tout ceci explique que les jeunes qui sont issus de milieux modestes aient une perception plus faible de leur niveau, et comme ils sous-estiment leur niveau, et bien du coup ils ont des ambitions plus faibles. Et ça se voit particulièrement pour ce qui concerne les filières élitistes. En fait, pour des jeunes qui ont le même niveau de diplôme et qui ont la même mention, eh bien les jeunes dont les deux parents sont cadres ont 1,5 fois plus de chances de postuler dans une classe préparatoire que les jeunes qui ont grandi dans une famille à dominante employée.
Ça veut dire que peut-être eux aussi ont une vision biaisée de leur niveau et se voient plus forts qu'ils ne le sont, mais ils auront tous les soutiens pour atteindre le niveau souhaité. Alors ces données, elles sont connues, recoupées par des études à la fois françaises, européennes, internationales. On connaît bien l'étude PISA. La question, évidemment, à laquelle on aimerait avoir une réponse, c'est est-ce qu'il y a d'autres facteurs que ceux liés à l'origine sociale? Est-ce que vous en connaissez? Quels sont-ils? Oui, effectivement, il y en a d'autres. Alors en particulier le genre. Alors hop, je fais passer en marron moche. Voilà. Pour notre rapport, le sociologue Camille Penny a étudié la mobilité sociale des jeunes en séparant la mobilité des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et ce qu'il montre, c'est que sur la période qui va de 1983 jusqu'à 2019, la mobilité sociale des jeunes femmes a davantage progressé que celle des jeunes hommes, si bien que les jeunes femmes ont rattrapé les jeunes hommes. Mais ce phénomène de rattrapage s'explique avant tout par l'élévation du niveau de diplôme des jeunes femmes et pas par le rapprochement de leur probabilité d'avoir une mobilité sociale ascendante. Parce qu'en fait, à niveau de diplôme et origine identique, les jeunes femmes ont une probabilité plus faible de connaître d'atteindre le sommet de la hiérarchie sociale par rapport aux garçons. Ah ouais, alors c'est des chiffres que j'ai regardés en détail, c'est à se cogner la tête contre les murs. C'est-à-dire que au niveau des diplômes, les filles font vraiment mieux et c'est indubitable. Mais quelle que soit la catégorie de diplôme qu'on observe, dans le monde professionnel, les garçons vont prendre l'avantage, à plus ou moins fortement, mais au moins l'égalité. Voilà, ça s'observe partout. Donc peut-être qu'il y a encore des réserves de progression dans l'avenir. Rapidement, sur les politiques publiques, on parle de politique publique, on parle de cité éducative. Donc est-ce qu'on peut agir sur ces déterminants? Mais déjà, est-ce que c'est pensé en termes de politique publique? Parce que la mobilité sociale, on en parle énormément dans le discours politique, et ça paraît être un souhait. C'était pas l'objectif de l'école de la République de Jules Ferry, la mobilité sociale, c'était pas le projet. Mais ça s'est installé comme tel au fil du XXe siècle, enfin depuis les années 50. Maintenant, c'est presque une évidence que ça doit être une possibilité. Mais finalement, quelles sont les politiques publiques, puisqu'on a dit qu'avec l'école, ça marchait pas tellement bien. Elle reproduit bien les inégalités sociales, notre école. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est une vraie question à laquelle nous avons été confrontés lorsque nous avons commencé à travailler sur ce rapport. Ce rapport était une commande de la présidente de l'Assemblée nationale. Et la première question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les politiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Mais en fait, il n'existe aucune politique qui soit estampillée en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Donc du coup, notre travail a consisté à essayer d'identifier les dispositifs qui sont susceptibles d'agir sur la mobilité sociale des jeunes. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce travail sur les déterminants en disant, finalement, ces telles politiques, elles vont agir sur ces déterminants et elles vont essayer de desserrer le lien entre l'origine sociale et les parcours scolaires des jeunes. Donc on s'est livré à ce travail de cartographie. Je voulais vous en parler après, mais je peux peut-être sinon en parler maintenant. On va faire un petit tour de table. Voilà. Juste pour dire comment les politiques sociales peuvent agir. Alors, elles peuvent pas agir sur ce qui relève de l'intimité des familles, comme par exemple les pratiques éducatives. Mais je prends juste un exemple, elles peuvent agir sur les aspirations des jeunes. En 2021, des chercheurs se sont livrés à une expérimentation. Ils ont demandé à 2000 lycéens de classer leur moyenne, ils étaient en terminale, de classer leur moyenne de terminale dans la distribution des notes à l'échelle nationale. Donc ils ont dit de 0 à 100, où est-ce que vous vous situez? Et ensuite, ils ont comparé le niveau perçu par ces jeunes à leur place qu'ils occupaient, à la place qu'ils occupaient réellement dans la distribution nationale des notes. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les jeunes d'origine défavorisée sous-estiment leur classement et que simplement les informer de leur niveau réel dans l'échelle des notes au niveau national réduit drastiquement les inégalités d'ambition entre les jeunes d'origine favorisée et les jeunes d'origine défavorisée. Donc en fait, en donnant aux jeunes l'information sur la manière dont ils se classent, eh bien, ça permet de faire en sorte que les jeunes ont des ambitions qui correspondent à leur niveau réel et du coup de lutter contre
ce nivellement par le bas des ambitions des jeunes les plus modestes. Donc voilà une manière finalement relativement simple pour une politique publique d'agir sur les ambitions et in fine sur les chances de mobilité sociale. Voilà, ne pas se laisser happer par la prophétie autoréalisatrice. Pierre Grousson, je le disais, consultant pluricité, donc tout un rapport qu'on peut lire dans les annexes de la publication de l'INGEP. Pourquoi les cités éducatives seraient-elles une bonne échelle pour travailler sur l'orientation professionnelle, scolaire et professionnelle entre l'école et la famille, et puis l'insertion professionnelle. Oui, c'est vrai que ça marche, c'est bon. Ok. C'est vrai que en mettant notre regard sur les éléments du rapport de France Stratégie, dont on a pu apprécier le résultat, la première chose qu'on s'est dit au niveau de l'équipe, c'est que finalement, à la question que vous posez, il y avait comme une évidence sur le papier, et que dans les constats qui étaient posés par le rapport, il y en a notamment un qui nous a frappé, y compris dans sa formulation, on avait une réponse qui paraissait d'évidence être et pouvoir être celle des cités éducatives. On a un constat qui est pointé quasiment d'emblée sur l'opportunité des cités, avec, et la diapositive quelque part le montre aussi, ces deux domaines. D'un côté, on a ce domaine public de l'éducation, et puis on voit à côté le domaine public de l'emploi et formation. Et le rapport dit que beaucoup de choses existent. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, mais c'est un peu chacun dans son camp, dit le rapport. C'est l'expression qui nous a frappé. Alors, c'est sûrement, évidemment, un constat qui est à moduler, mais quoi qu'il en soit, nous, on l'a vraiment reçu comme sur le papier cette évidence qu'effectivement, la cité éducative, quelque part, elle enjoint ces deux domaines à se dire essayons de faire quelque chose ensemble, et donc essayons de penser ensemble des réponses sur ces constats. Donc le rôle à jouer, il nous apparaît sur le papier assez clair, même s'il est aussi tout de suite très ambitieux, et c'est un peu les défis auxquels quelque part on a le sentiment, et en tout cas c'est ce qu'on a pu observer sur les territoires où on est allé poser nos regards, que le défi il est vraiment très, très ambitieux, parce que ces deux domaines ils ont quelque part leur écosystème propre et entier qui ne sont pas sans être complexes. Et donc faire travailler ensemble ces deux domaines, dans les faits, c'est clairement compliqué pour que les cités éducatives, elles arrivent à tirer leur épingle du jeu là-dedans et à faire se rencontrer ces domaines et travailler ensemble ces domaines en trouvant leur plus-value. Donc ce qu'on a essayé ce que je peux essayer de développer, après avoir évoqué ce matin des éléments qui quelque part pointaient un petit peu aussi les limites, en tout cas de la manière dont les cités avaient pu renforcer l'offre, c'est peut-être d'insister davantage là sur ce que ça a pu, dans les faits, renforcer en termes d'offres. Je disais ce matin qu'on avait une approche qui était assez inégale d'une cité à l'autre, même si toutes les cités avaient cherché à s'emparer de ces sujets-là et en avaient fait une préoccupation. Ce qui sera intéressant certainement aussi de vous écouter, parce que nous, je disais un petit 15%, c'était pour donner on était plutôt à 12% dans notre travail, d'actions qui étaient, on avait posé nos yeux sur la programmation 2021, sur les sujets orientation, emploi, insertion. Et là, tout à l'heure, avec la programmation 2023, on voit qu'il y a une part qui est sans doute plus importante, parce que juste l'entrée insertion pro était déjà à 10%. Donc il y a sans doute un renforcement de la manière dont les territoires se positionnent là-dessus qui sera intéressant à discuter avec vous. En tout cas, nous, on a vu une vraie diversité
d'actions proposées avec des caractéristiques, des modalités qui nous paraissaient plutôt intéressantes. 3 que je voudrais retenir avant d'aller sur une entrée un peu plus concrète. C'était d'une part le recours assez régulier à des supports, à des pédagogies actives qui globalement essayaient de mettre le plus possible le jeune bénéficiaire au cœur de l'action, de le rendre vraiment acteur du dispositif auquel il participait. Le deuxième point, c'est des propositions d'actions socio-éducatives qui pouvaient se tenir à distance du cadre scolaire. Souvent, on a vu des actions intéressantes se tenir sur des espaces tiers, dans des cadres un peu désinstitutionnalisés qui, malgré tout, cherchaient à inscrire l'extrascolaire dans un continuum éducatif, mais qui, du coup, facilitaient la relation potentiellement avec les jeunes et le travail qui se mettait en place avec eux. Et puis, troisième caractéristique, c'était une recherche de pluridisciplinarité qui a été assez régulièrement vue dans les actions sur ce point-là et qui donc cherchait à faire se croiser les acteurs. Alors, concrètement, quelques exemples comme ça qu'on peut retenir. Je m'arrête. Oui. Ouais, on va passer un peu la parole à Romane, comme ça on fait tourner le micro et on va revenir aux idées concrètes. Il y a un point qui m'intéresse en particulier sur les stages de troisième et de seconde maintenant, parce que 2 semaines en seconde et je crois qu'on ne sait pas... Voilà, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais ça va être un grand travail pour trouver ces stages et accueillir les stagiaires. Romane Dubois à Saint-Nazaire, déjà, comment vous entendez ce qui vient d'être dit et que disent les jeunes, en fait, parce que c'est leur question à eux, ils sont pas là, mais vous pouvez peut-être un petit peu porter leur parole, des jeunes qui se posent la question de leur orientation et leur insertion professionnelle. Alors, peut-être pas à 12 ans, mais à 25, ça commence à prendre plus de sens. En effet, oui, ça fonctionne. En effet, moi, je travaille avec les 12-25 ans du coup de la cité éducative de Saint-Nazaire. Et comment ils se posent la question Ils se posent la question tout le temps, mais finalement, nous, on tourne plutôt la question sur c'est quoi votre avenir, en fait. On englobe plutôt que de faire des découpages qui correspondent à nos politiques publiques. On leur parle plutôt de leur avenir et on essaie plutôt de les interroger sur tout simplement aussi c'est quoi réussir sa vie. C'est un mot qui a été employé tout à l'heure. Est-ce que réussir sa vie, c'est en effet avoir un meilleur revenu que ses parents? Est-ce que c'est avoir une meilleure CPS? Ou est-ce que c'est être bien? Il y a beaucoup de jeunes qui nous répondent que leur avenir, en fait, ils souhaitent être bien, être heureux. La famille, c'est aussi une notion qui est importante pour eux. Donc finalement, le métier... l'orientation, c'est pas forcément ce qui revient en premier lieu quand on leur parle de leur avenir. Mais bien sûr, ça vient assez rapidement puisqu'on leur pose la question tout le temps. Dès qu'ils entrent à l'école, c'est la question qui est fréquemment posée. Et voilà, on travaille, nous, en effet, plutôt sur comment on écoute déjà leurs aspirations et comment on participe à ouvrir le champ des possibles. Ça fait partie des objectifs des cités éducatives, mais typiquement, on aime bien favoriser la transmission de témoignages de parcours inspirants. Donc, par exemple, on a fait revenir des anciens du collège membres de la cité éducative plusieurs fois, qui ont des parcours différents et qui ont aussi cette légitimité à parler de moi j'étais à ta place en troisième, j'ai pas eu mon brevet et aujourd'hui voilà ce que je fais, voilà ce qui me rend heureux et ça c'est des paroles qui fonctionnent, qui permettent aux jeunes d'échanger et de se projeter. Et on l'a fait aussi auprès des parents, de faire intervenir ces anciens. Et ça permettait aussi d'entendre les discours des parents par rapport à l'orientation, parce que c'est important aussi. Il y a des parents qui n'osent pas prendre cette place ou qui, au contraire, ont des idées très arrêtées sur l'orientation de leurs enfants. Et du coup, c'est plutôt ces échanges-là qu'on essaye de provoquer dans des espaces informels et plus formels aussi. Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, espace informel, ça veut dire quoi? Tout simplement. Ça veut dire... en fait, ça, c'est des choses qu'on peut travailler dans un des groupes thématiques que j'anime avec la cité éducative. C'est un groupe qui s'appelle Persévérance et Ambition, où au départ, c'était sécuriser les parcours, et finalement, on l'a précisé sur l'objectif de favoriser la persévérance et l'ambition des jeunes, de 12 à 25 ans principalement. Et du coup, on a voulu, par exemple,
instaurer ce genre d'échange lors des rendez-vous famille-collège qui sont trimestriaux. Il y a la remise de bulletins, c'est des choses qui existaient déjà ça, avant la cité éducative, et où en fait on s'est juste inséré dans cet espace-temps qui existe en étant présent dans le hall pour accueillir les parents et les ados et discuter avec eux après leur rendez-vous autour d'un jus d'orange tout simplement, pour favoriser ces échanges-là où du coup il y avait aussi des anciens qui étaient présents, donc ça peut être ce type d'espace. Et après, ça peut vivre aussi au quotidien dans les pratiques du coup, des professeurs, des animateurs, des éducateurs qui sont membres du groupe Persévérance et Ambition, qui peuvent au quotidien en parler avec les jeunes dans leur travail. Et je retiens cette idée d'inviter des professionnels, des anciens. Par exemple, la semaine de la presse, ça permet d'inviter des journalistes. Alors, on ne veut pas que tous les jeunes deviennent journalistes, de toute façon, c'est très difficile comme profession, mais ça permet de rencontrer des gens qui ont des parcours différents de ceux qu'on peut connaître, et ça vaut évidemment pour tout un tas de métiers encore bien plus intéressants. On est sur les pistes concrètes, et c'est ce dont vous étiez en train de parler, Pierre Grousson, quand je vous ai abominablement coupé pour donner la parole à Romane Dubois. Oui, je m'en suis bien remis, il n'y a pas de souci. Et vous m'avez tendu une perche qui est sur les stages, qui fait partie des éléments qu'on trouvait extrêmement intéressants à pouvoir mettre en avant et qui peuvent s'inscrire quelque part et trouver leur place dans ce schéma que vous avez devant vous, parmi d'autres types d'actions qui peuvent être présentées. Mais c'est vrai qu'on a vu sur des cités éducatives ce travail initié sur les stages de troisième qui effectivement prend d'autant plus d'intérêt aujourd'hui que des stages en seconde vont aussi se mettre en place avec des propositions qui peuvent être intéressantes à deux titres. Sur le sujet lui-même, les propositions qui ont été faites, c'est des propositions qui étaient portées par des acteurs qui n'étaient pas directement issus du territoire. Donc ça peut faire écho à des choses qu'on a pu évoquer dans la journée, mais donc des cités qui sont allées chercher des réponses qui n'existaient pas chez elles, qui n'existaient pas sur le territoire, pour les faire venir sur le territoire justement, avec un principe sur notamment 3 actions qu'on a pu voir, 2 portées par des acteurs qui n'étaient pas issus directement du territoire, qui étaient basées sur le fait de réaliser les stages en mode collectif. Le constat de départ qui était fait par les territoires, il était en ligne droite avec ce que nous exposait Bénédicte Galtier, et sur le fait qu'évidemment, entre les élèves, certains avaient des projections sur un nombre assez limité de types de stages à rechercher, etc. Et puis par ailleurs, c'était une autre limite très forte, c'est que pour trouver des stages, il faut faire un petit peu jouer quand même son réseau, et qu'évidemment le réseau des uns n'est pas le réseau des autres. Donc la réalisation de stages collectifs, elle avait pour vocation de pouvoir ouvrir un petit peu les perspectives sur d'autres métiers, de nouveaux métiers, des métiers auxquels n'auraient pas forcément pensé les élèves concernés, et puis d'essayer d'en faire une expérience qui ne soit pas une expérience subie, mais qui soit une expérience qui permette d'avancer. Alors si ce n'est dans son orientation, quand on regarde les effets, c'est difficile de dire que les participants à ces actions, ils ont avancé sur leur projet d'orientation, mais en tous les cas, ils ont avancé sur des éléments qui étaient mentionnés tout à l'heure, sur la confiance en soi, sur leur capacité à se projeter sur des nouveaux secteurs ou des nouveaux champs. Donc des éléments intéressants. Et par contre, effectivement, ça peut être notable, c'était porté par des acteurs qui arrivaient d'ailleurs. Donc ça, c'est un vrai enjeu potentiellement par rapport à ce type d'action. Et on en parlait tout à l'heure avec un des participants, c'est comment on essaye d'opérer aussi le transfert de compétences sur le territoire pour que, in fine, et faire écho à une question qui a été posée ce matin, quand les financements s'en vont, potentiellement que l'acteur qui n'est pas situé, qui n'est pas local, s'en va aussi, la compétence s'en va pas, et le savoir-faire, l'expérience s'en va pas non plus avec le financement. Donc il y a un vrai sujet de ce type-là qui est posé. Un des acteurs, d'ailleurs, ça peut vous inspirer, Louis, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était la zone d'expression prioritaire, donc qui faisait intervenir des journalistes. Donc c'était des groupes d'enfants, de jeunes, qui se retrouvent en plus à produire vraiment des contenus. Ça, c'est un élément intéressant pour eux. J'explique 2 secondes, parce que si
tout le monde ne connaît pas, c'est donc un projet initié par Édouard Zambeau et Emmanuel, je ne sais plus son nom de famille, mais je le connais très bien. Donc des journalistes qui incitent des jeunes à se raconter à travers la forme écrite, avec un vrai lectorat en fait, parce qu'il y a eu des débouchés dans la presse, sur les réseaux sociaux, et ça permet pour les jeunes de s'exprimer et pour nous de les entendre, parce que les récits sont très intéressants. Pardon. Et c'est vrai que la production finale, elle est assez super, assez chouette pour les gamins, parce qu'en fait, ils ont un résultat tangible et qui est extrêmement valorisant pour eux et qu'ils peuvent partager. Donc ça, c'est vrai, c'est des choses qui sont aussi facteurs de mobilisation au départ et puis d'accroche dans le temps. Et puis je termine juste sur cette question des stages, un exemple. Alors c'était en train de naître sur les territoires qu'on regardait, donc est-ce que c'est allé jusqu'au bout? Je ne saurais pas vous dire, mais c'était assez intéressant. C'était pas la tentative de faire ça en collectif, mais c'était l'idée de se dire, on a sur le territoire des BTS actions commerciales, mobilisons-les sur des temps qui sont ceux des stages de 3e, et en gros, ils vont appuyer nos jeunes de 3e pour faire la recherche de terrain de stage. En gros, c'est eux qui vont faire éprouver, entre guillemets, quelque part un peu ce qu'ils sont en train d'apprendre en termes d'action co. Et donc l'idée, c'était que ces jeunes-là passent des coups de fil, accompagnent en gros les jeunes de 3e à trouver des stages, et évidemment à trouver des stages qui les déplacent un petit peu et qui leur ouvrent les perspectives. Alors, Bénédicte Galtier, on en était aux politiques publiques possibles. Là, est-ce qu'on est d'ailleurs dans quelque chose de l'ordre des politiques publiques, ou plutôt quelque chose qui est plutôt la mobilisation d'acteurs très déterminés qui décident de prendre en charge, parce que un certain nombre de questions, parce qu'on l'a dit en fait. Alors déjà, il y a la question des fonds qui peuvent s'en aller, mais aussi, et on l'a dit dans une précédente table ronde, la question des personnes qui changent de poste, s'en vont, et ça interroge aussi la continuité des politiques publiques. Bref, je reviens avec vous à la manière dont des politiques publiques pour la mobilité sociale des jeunes peuvent se déployer. Alors tout à l'heure, j'évoquais l'action sur les aspirations des jeunes. Une autre manière d'agir, c'est sur un autre déterminant, j'espère que ça va marcher. Bon, ça ne marche pas, c'est l'aide financière aux parents. En fait, ce que l'on observe, c'est que, on a vu ça à partir des enquêtes qui sont faites par le CEREC, l'aide dont bénéficient les jeunes pour faire des études supérieures, c'est essentiellement l'aide qui vient de leurs parents. Et si on prend les jeunes qui sont sortis en 2017 du système éducatif, 8 jeunes sur 10 dont les 2 parents sont cadres bénéficient de l'aide de leurs parents pour financer les études supérieures, et la part tombe à 4 sur 10 pour les jeunes dont les parents sont inactifs. Donc ça veut dire que... non. Bon, ben c'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, l'aide des parents est vraiment très importante pour pouvoir financer des études supérieures. Et pour ceux qui n'ont pas de l'aide de leurs parents, eh bien, l'aide publique est celle qui va leur permettre de faire des études supérieures. Donc là aussi, c'est encore un levier pour la politique publique, que l'aide publique compense l'aide des parents lorsqu'elle est trop faible. Alors ça existe déjà, mais justement une étude a montré que les bourses sur critères sociaux permettent d'améliorer la probabilité pour les jeunes d'origine modeste d'avoir un diplôme, et aussi ça leur permet de s'engager dans des études plus longues. Donc là encore, c'est un levier pour la politique publique. Il y en a d'autres, mais c'en est un. Et puis on connaît le cas du Danemark, où la politique pour la jeunesse est très financée, avec une véritable culture de l'accompagnement qui est aussi financier, la possibilité de faire des années de césure. Et le résultat, alors c'est une étude qui est un peu ancienne, une étude de Cécile Van de Velde, sociologue, qui racontait que c'était les jeunes les plus heureux d'Europe. Et que globalement la politique très familialiste, enfin la non-politique, c'est-à-dire la prise en charge par les familles en Europe du Sud, donc là je parle plus de l'Italie ou de l'Espagne, a tendance à pas rendre les jeunes hyper heureux. En France, on est entre les deux, on a quand même des politiques
public. Romane Dubois. Je vais peut-être juste rajouter bien sûr, une toute petite chose. Plaisir. Je disais que c'est suite à la question que vous m'aviez posée, Oui, qu'on avait essayé sûr. de cartographier, répertorier les politiques dont on estime qu'elles sont en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Alors c'est ce que nous avons fait et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait à peu près une 50aine de dispositifs dont on pouvait estimer qu'ils favorisaient la mobilité sociale des jeunes. Et j'ai indiqué les cités éducatives qui sont l'un des dispositifs qui peuvent améliorer la mobilité sociale des jeunes les plus modestes. Voilà, c'était juste pour montrer qu'il y avait beaucoup de dispositifs et que la politique publique est éclatée. Elle est hyper intéressante cette liste et par exemple on voit Erasmus+, c'est vrai qu'il y a eu un effort incroyable d'Erasmus pour s'adresser à des publics diversifiés, type lycée professionnel, maison sociale rurale, enfin on sort un peu des cités éducatives et le Pass Culture qui s'adresse à tous les jeunes et qui est un outil intéressant, à savoir est-ce que les acteurs des cités éducatives peuvent s'en servir, comme l'école se sert du Pass Culture. Romane Dubois, par rapport à ce qui a été dit, est toujours la même idée. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on connaît ces types de politiques publiques qui marchent, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui font écho à vos pratiques? Déjà, ce qui fait écho, c'est la multiplicité des dispositifs. Est-ce que ça veut dire confusion? Ça veut dire en tout cas que ça nécessite déjà de financer des postes d'informateurs jeunesse, puisque du coup, il y a une multitude d'informations, d'aides, et que du coup, pour trouver l'aide qui nous convient par rapport à notre projet, il faut déjà mener une petite enquête. Et plus on est pauvre, plus on peut avoir d'aide, mais plus il faut chercher. Donc voilà, c'est un petit peu la réalité du quotidien des professionnels jeunesse. Et du coup, moi, mon rôle, c'est un petit peu déjà de faciliter ça pour les autres partenaires jeunesse, d'avoir un peu cette connaissance, sans avoir une expertise fine, mais au moins de savoir ce qui existe, d'en informer les professionnels et aussi les jeunes directement. Et du coup, après, les effets leviers, en effet, on essaye au maximum de les utiliser. Dès qu'on a connaissance d'un dispositif qui fonctionne et qui peut aider les jeunes, on va essayer de le mettre en place. Mais voilà, c'est un petit peu un travail de fourmi du quotidien de mettre tout ça en place depuis le besoin du jeune jusqu'au dispositif qui va lui convenir et surtout en temps et en heure, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a une temporalité à chaque fois avec un calendrier qui est différent selon les aides, selon l'âge qu'on a, selon ce qu'on veut faire comme projet. Et donc voilà, c'est aussi tout le temps pour les jeunes et pour les professionnels d'avoir une énergie à donner et redonner sur les projets qui ne vont pas pouvoir se faire et du coup d'en investir de nouveau. Et c'est assez énergivore, c'est en tout cas le constat que je peux faire sur le terrain. Mais c'est vrai que cette multiplicité de dispositifs a un avantage. Il existe plein de choses, mais du coup, elle nuit à la lisibilité à la fois pour les jeunes et pour les personnes qui les accompagnent. Ça, c'est une grande question française. On sait qu'il y a beaucoup de non-recours pour un certain nombre d'aides sociales et finalement, on se retrouve avec le même problème. Et c'est un gros stress éducatif pour les parents parce que l'information, ça devient un travail. Et tout le monde ne peut pas le mener, ce travail. Pour revenir sur les cités éducatives, Pierre Grousson, est-ce qu'on peut dresser quelques perspectives avant de prendre des questions, s'il y en a, de progression sur cette question de la mobilité sociale et puis l'insertion professionnelle des jeunes? À la rigueur, je veux bien juste rebondir sur une seule d'entre elles qui tirera le fil de ce qui était à l'instant dit par Romane et Bénédicte, et puis qui, sans doute, dans les questions des perspectives, des enjeux, on en aura aussi. C'est vrai que ça fait un peu écho à ce que je disais d'entrée de jeu, quoi. On a deux domaines qui sont quand même bien établis, et en plus, si on regarde du point de vue des acteurs qui interviennent, on pourrait aussi intégrer tous les acteurs socio-éducatifs qui peuvent être concernés par le domaine éducatif et qui sont aussi concernés par les sujets d'emploi et d'insertion professionnelle. Donc, quelque part, nous, ce qu'on notait, c'est que pour aller plus loin dans ces sujets-là,
là, effectivement, il y a un vrai enjeu à arriver à parfaire le tour de table, quelque part, et donc à arriver à faire venir, à mobiliser sur les cités éducatives davantage ces acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Alors, une fois que je l'ai dit, c'est pas fait, il faut encore le faire et arriver à le faire, et c'est tout sauf simple, parce que si vous regardez, déjà la liste, elle est énorme. Alors, à l'échelle d'un territoire, tout n'existe pas forcément, et puis il ne s'agit pas forcément d'être en lien avec tout le monde, mais un certain nombre de ces acteurs, ils ont aussi leur propre, quelque part, dispositif de gouvernance, de coordination, etc. Et donc, arriver à faire cranter la cité éducative qui est sur des entrées précises, sur un périmètre précis, territorial, etc., avec des acteurs qui ont une échelle potentiellement beaucoup plus large, c'est pas simple, quoi. Et toutes les cités n'arrivent pas à faire venir les missions locales. Toutes les cités, on a quasiment pas vu, nous, France Travail, sur les cités éducatives où on est intervenu. Et pour autant, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des sujets en commun et des choses à pouvoir travailler ensemble. Mais on en revient aussi forcément sur cette question, le temps que vous évoquiez pour les parents à gérer l'information, en fait, on peut le poser aussi pour les professionnels. La gestion de l'information, de tout ce qui existe, la disponibilité pour faire toute cette coordination, c'est un métier en tant que tel, quoi. Oui. Juste pour rebondir, du coup, c'est vrai que nous, un des effets leviers qui a été fait sur Saint-Nazaire, c'est le choix de créer le poste du coup, que j'occupe de référent 12-25 ans, où ils se sont posé la question avant de est-ce qu'on fait un 16-25 ans uniquement. C'était la question qui s'était posée au départ. Et l'expérience montre, on fait partie des premières cités, donc ça fait 3 ans et demi que je suis sur ce poste, qu'en fait c'est une vraie plus-value d'être sur les 12-25 ans pour éviter justement d'être qu'avec une partie des acteurs, et que souvent, voilà, moi les acteurs avec lesquels je travaille, ils sont soit sur les 11-15, soit sur les 15-25, soit que sur les 18-25. Et du coup, ça permet d'avoir un regard d'ensemble et une transversalité. Et ça, c'est un véritable effet levier pour travailler avec les différents partenaires, que du coup, la cité éducative soit incarnée aussi par quelqu'un qui puisse être le même interlocuteur pour ces différentes tranches d'âge. C'est intéressant, ça. C'est vrai qu'on doit commencer à parler d'orientation au collège, en 5e, même aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions ou remarques? Eh bien voilà. On vous donne le micro. Bonjour, je suis conseillère pédagogique au niveau du département du Haut-Rhin, donc pour l'éducation nationale, en charge de la réussite éducative des territoires. Donc quand on a dit ça, c'est beau, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'interviens sur plein de ces dispositifs-là de l'enseignement scolaire, les territoires éducatifs ruraux, les cités éducatives, les internats d'excellence, les contrats locaux d'accompagnement, qui ont tous finalement, dans leurs objectifs stratégiques, la mobilité des jeunes et le véritable pouvoir d'agir des jeunes sur leur avenir. On parlait de mettre en place des personnes qui permettraient de mettre en synergie ces dispositifs. Dans certains départements, elles existent, mais quand on met le pied dans la porte des cités éducatives, souvent on se fait recevoir en disant mais nous en fait on veut des acteurs locaux. Il ne s'agit pas d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce qu'on ne veut pas ouvrir forcément au-delà des frontières du quartier voire de la ville. Et là j'entends quand même que finalement on pourrait imaginer des partenariats avec notamment les territoires éducatifs ruraux, parce qu'il s'agit aussi de dynamiser les territoires ruraux, et puis permettre à certains jeunes des cités éducatives d'avoir des stages dans des entreprises de milieu rural, etc. Donc en fait vraiment je pense qu'on a gagné de mettre en synergie tous ces dispositifs et voir comment les uns peuvent s'articuler avec les autres, parce que effectivement ça existe, effectivement ça a l'air d'un millefeuille, mais finalement ça n'en est pas un si on voit où on peut mettre quoi et comment on peut agir ensemble sur un maillage plus large que celui de la cité éducative. Voilà, c'était pas une question. Non, mais c'est intéressant, mais il y a certaines cités éducatives sont jumelées avec des grandes institutions culturelles. Et moi, c'est la première fois que j'avais entendu parler des institutions, des cités éducatives. Mais en fait, il y a, par exemple, je sais pas, l'Imprimerie nationale, à Radio France, le Louvre vont avoir des partenariats hors de Paris.
ce qui a du sens quand même quand on est une institution nationale. Et c'est aussi intéressant ce que vous disiez sur la ruralité, je trouve. Voilà. En fait, un territoire, il n'est pas fait. Enfin, c'est pas une enceinte. Il n'y a pas d'un périphérique autour. Donc, c'est une piste effectivement que je trouve intéressante. Merci. Bonjour, Aude Kirivel, je faisais partie de l'équipe d'évaluateurs avec Thomas Kirsbaum et Régis Cortesero. Je pense que la commande initiale des cités éducatives de dire on aimerait que les acteurs qui soient engagés soient des acteurs locaux, parce qu'il y a aussi l'idée de redynamiser, de revaloriser le territoire, qui est un enjeu des cités éducatives au même titre que celui de lutter contre les inégalités. Il y a cette idée de revaloriser le territoire. Donc je pense qu'elle est importante à avoir en tête. Et puis quand on parle de cité, c'est aussi la cité à l'échelle de l'individu et de son quotidien. Moi, j'ai évalué un très beau projet de randonnée urbaine et mémorielle à Clichy-sous-Bois, où on voit à quel point, justement, les élèves sont passés de le centre commercial comme l'endroit qu'ils connaissaient à d'autres endroits. Donc, c'est important qu'il y ait cette proximité. Et je pense que dans un contexte où on a de nombreuses très grosses associations nationales ou des start-up associatives qui aujourd'hui raflent beaucoup d'appels d'offres au détriment d'acteurs de terrain qui ont une connaissance du territoire, qui ont un rapport avec les jeunes et les familles de longue date et une connaissance très forte. Je pense que il y avait un intérêt, en tout cas je l'ai vu, de cette règle qui est faite pour être contournée. C'est comme la règle sur on finance pas le matériel. Honnêtement, il y a beaucoup de cités éducatives qui ont financé du matériel, donc les règles peuvent être contournées. Mais de dire au départ, on souhaite que ça soit des acteurs de terrain, des associations du territoire, je pense que ça partait d'une observation initiale de redynamiser des territoires d'une part et de laisser aussi d'accompagner des associations locales qui font un terrain vraiment, qui font un travail remarquable, mais qui n'ont pas les moyens de répondre à des appels d'offres, qui ont dû être accompagnés par les coordos des cités éducatives pour justement répondre aux mini-appels d'offres au sein des cités, qui me semble assez pertinent. Je peux vous poser une question? Parce qu'en fait, dans la liste, là, il y a le pass culture, la liste des dispositifs. Voilà, moi, évidemment, je crois beaucoup, enfin, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois beaucoup à la culture et à son rôle tout simplement nourrissant pour les individus et le collectif. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer, je vous la pose à vous, mais qui veut répondre, sur l'idée de territoire éducatif pour valoriser la culture? On l'a un peu dit avec Philippe Boélé, la culture du territoire qui a une histoire. Moi, je suis originaire d'une ville de banlieue. Bah, c'est une ville qui a une histoire. Enfin, ça n'a pas poussé comme un champignon. Et une histoire, un patrimoine qu'on peut valoriser aussi et dont les citoyens peuvent connaître l'origine et sur lequel on peut travailler. Cette dimension culturelle des cités éducatives, est-ce que qu'il y a quelqu'un qui en parle quelque part? Il y a des actions qui ont vraiment cette vocation-là. Alors, bon, j'ai évalué ce projet et il a eu un impact qui était très intéressant. Donc, je vais en parler, mais il y en a d'autres. Je sais qu'il y a eu pas mal de projets qui étaient sur ces questions de culture avec les centres culturels en banlieue. Il y a quand même la chance d'avoir des grands centres culturels. Alors, il n'y en a pas sur tous les territoires et j'imagine que sur certains milieux ruraux, on est obligé d'aller un peu plus loin et de bouger un petit peu. En banlieue, c'est vrai qu'il y a quand même des grands centres culturels qui ne sont pas forcément connus par les enfants. Et donc, il y a eu des actions qui ont été mises en place. Mais bon, pour reprendre cet exemple de randonnée mémorielle, on a des enfants qui, par le biais de la randonnée, quand on demande à ceux qui n'ont pas effectué de randonnée quels sont les événements qui se sont passés à Clichy que tu connais, les seuls événements qui se sont passés à Clichy pour eux, c'est Zied et Bouna. Quand on pose la même question à des enfants qui ont participé aux randonnées urbaines, ils vont vous parler de la Seconde Guerre mondiale, ils vont vous parler de la Première Guerre mondiale, du Moyen-Âge. Et
en effet, d'avoir cette nouvelle vision du territoire, ils vont se rendre compte qu'il y a de la forêt et qu'il y a des parcs, des espaces verts à Clichy qu'ils ne connaissaient pas. Et je dérive, mais parce que c'est vrai que ce projet était très intéressant. Mais il y a des choses, il y a de la culture sur les territoires qui n'est pas forcément connue par les enfants de ces territoires, parce que, en effet, comme le disait Bénédicte, comme le disait Bénédicte, y a des familles dans lesquelles on va très tôt emmener à la philharmonie, très tôt emmener au théâtre, et d'autres non, parce qu'il y a d'autres impératifs, d'autres choses beaucoup plus urgentes qui prennent beaucoup plus d'espace, de temps et de charge mentale. Et donc, il y a un intérêt à regarder ce territoire et à le faire connaître, et faire connaître la culture qui est sur ce territoire, parce que c'est là où ils grandissent, c'est là où il y a une proximité, c'est l'identité qui se crée, et ça me semble, les cités éducatives peuvent être cet espace-temps, ou en tout cas cet effort de mobilisation des uns et des autres pour permettre cela. Merci. Louise, un dernier mot. Un dernier mot, mais c'est juste pour mettre en avant une action sympa qu'on a vue qui s'appelait Des mots et des gestes. Mise en place par une cité, piquée, entre guillemets, chopée sur des territoires qui étaient plutôt ruraux, pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Et le principe, il est tout simple, c'est en gros d'utiliser le support artistique pour faire s'exprimer les jeunes sur leur imaginaire, justement par rapport au monde professionnel. Et c'est vrai que du coup, évidemment, si vous faites ce boulot-là dans un territoire où le monde industriel il est très fort, ou sur un territoire, etc., et quelque part, c'était assez intéressant parce que le fait de passer par ce biais artistique favorisait l'expression et puis permettait derrière la mise en débat et casser un petit peu les représentations des uns ou des autres, si ce n'est les casser, en tout cas ouvrir le sujet pour réinterroger ce que pouvait être le monde professionnel dans l'esprit de ces jeunes participants, avec une belle expo à la fin. Donc là encore, on avait quelque chose de très valorisant pour les personnes qui y participaient. Bon, en deux mots. Très intéressant, merci beaucoup. On termine sur cette idée du lien. Je pense qu'elle est tout à fait centrale. Comme il est 17h, voilà, on a terminé cette troisième table ronde. On aurait pu dire plein de choses sur la culture à Saint-Nazaire parce que c'est une ville incroyable et je vous conseille de la visiter. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos interventions. J'aimerais que ce tableau soit affiché dans toutes les cités éducatives parce que c'est très intéressant d'avoir la liste de ces dispositifs. Merci aussi à vous pour la qualité de votre attention. Merci. J'étais juste un dernier mot pour dire qu'on transmettra les PowerPoint, les informations. Il n'y a pas de souci. Et on a enregistré en fait les échanges, donc ça aussi, ce sera mis à disposition, pas demain, mais voilà. Donc vous inquiétez pas, vous les recevrez notamment dans la newsletter comme d'habitude, on communiquera. Puis comme on a vos adresses mail, on fera un envoi spécifique aussi. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Ah pardon. Je bosse dans ce... En fait, c'est juste parce que c'est dans le rapport. Oui, mais on peut le rappeler, on va le rappeler, parce qu'en fait, on va faire une présentation spécifique dans laquelle on mettra des éléments et on rappellera le rapport, on va tout faire, mettre tout ça faire une vidéo. Ça, ouais. Oui, c'est ce que vous voulez connecter au GC. Ah, super. Ah, bah top.